Bonjour, je vous propose de commencer, de manière à respecter l'horaire rigoureusement. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des mails pour me demander la copie des fichiers, des présentations antérieures. Je ne suis pas encore arrivé à trouver la bonne chronologie, synchronisation avec le collège pour savoir qui les met, etc. Parce que faire des sites parallèles, ça suscite toujours des ennuis ensuite pour la gestion. Donc, je vais répondre à chacun d'entre vous sur les fichiers antérieurs. Je vais m'efforcer cet après-midi de comprendre où sont parsés les fichiers. Mais pour le fichier d'aujourd'hui, la solution est simple. J'ai fait une copie de ce fichier sur un site INRA. Alors, je suis désolé pour l'adresse, mais elle est codée de manière à ce que personne ne puisse venir voler les fichiers. Mais il n'y a pas de mot de passe du tout. Par contre, c'est compliqué, il faut la recopier. Voilà, ça c'est pour la partie logistique. Le deuxième élément est que la semaine prochaine, les 9 et 10 février, donc, il y a un séminaire biotechnologie où une douzaine de conférenciers extérieurs au collège vont intervenir, tous en langue française. J'ai fait ce choix directement parce que la communauté française dans le domaine des biotechnologies est puissante. Il n'y a pas de raison nécessairement dans l'enceinte du collège de faire intervenir des conférenciers étrangers. On dispose de ressources suffisantes. Chacun d'entre eux interviendra selon un planning simple, 40 minutes d'exposé, 10 minutes de questions ensuite. Ça nous occupera depuis l'intervention de Jean-François Gibrat qui nous dira en gros que peut-on sortir du séquençage. Est-ce qu'une fois qu'on a séquencé de l'ADN, on a compris comment marchait tout le reste de la machine ? Jusqu'à une partie, on va dire, biologie synthétique ou de synthèse, ça dépend du vocable que vous voulez adopter, donc qui est la partie à l'heure actuelle la plus nouvelle en termes de science. Alors il y a des interventions qui auraient pu se passer le jeudi, mais qui interviendront le vendredi pour des raisons de contraintes d'emploi du temps. Ça, c'est une partie science dure. Je ne peux pas dire que le reste de la science est molle, mais on sera plus au contact à ce moment-là dans la deuxième partie de disciplines relevant de ce qu'on appelle des sciences humaines et sociales. Donc il y aura une intervention d'Annès Ricro, qui fait partie des sciences dures au sens strict, mais qui interviendra sur la propriété intellectuelle directement, les problèmes posés en termes de propriété intellectuelle par le développement des biotechnologies blanches et vertes. Elle est spécialiste des vertes et donc elle a une vision très particulière. Enfin, pas qui lui est personnel, qui est reconnu par la communauté, mais elle a le cerveau structuré pour répondre à ces questions-là. Et ensuite, dans la dernière après-midi, on parlera des controverses sociétales, c'est-à-dire des controverses qui sont liées à des phénomènes d'innovation, dont en particulier les OGM végétales. Vous savez que ça occupe toujours tant les prétoires que les plateaux politiques, surtout à cette saison. Donc interviendront un spécialiste des controverses sociétales, en personne de Pierre-Benoît Joly, c'est le premier élément. Et ensuite interviendront, sous des angles complètement différents, d'une part la formation des citoyens, donc c'est un inspecteur général, Gérard Bonnour, qui viendra expliquer comment les programmes du secondaire sont conçus, parce que c'est là que sont formés tous les citoyens. Et ensuite interviendront 3 journalistes dans une table ronde, pour nous expliquer comment ils appréhendent des controverses sociétales. L'objectif n'est absolument pas de savoir si les OGM végétales sont bonnes, mauvaises, acceptables ou pas acceptables, mais savoir comment le débat des citoyens est alimenté et comment eux qui instruisent d'une certaine manière ce débat vont chercher les informations et qu'est-ce qu'ils attendent de la recherche publique, en l'occurrence, pour alimenter ce débat. Donc on ne sera pas là pour statuer sur les vertus ou les défauts des innovations biotechnologiques, mais de savoir comment nous pouvons rentrer dans ce sujet-là. Voilà, donc là je retourne à mon programme d'aujourd'hui. Donc le cours aujourd'hui est intitulé « La diversité des ressources végétales, terrestres et aquatiques ». La dernière fois, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé des feuilles végétales, en imaginant des feuilles végétales, en collant des chloroplastes ou des systèmes de ce type-là sur des membranes pour faire de la photosynthèse artificielle. Il y a beaucoup plus simple pour ce faire. Il y a directement une feuille artificielle qui a été faite au MIT. Ça a été publié l'an dernier, en septembre ou octobre, dans la revue Science. Vous voyez, c'est tout simplement une feuille en acier sur laquelle on a collé
des catalyseurs. Alors c'est un peu plus sophistiqué que simplement coller des catalyseurs. L'essentiel, ce qu'il faut retenir impérativement, c'est que les catalyseurs sont spécialisés. Donc il y a d'un côté un catalyseur nickel, molybdène, zinc, et de l'autre côté, il y a un catalyseur qui comprend du silicium, plus d'autres éléments. La particularité de ce système-là, c'est que lorsqu'il est soumis à la lumière solaire, la lumière toute simple, donc vous pouvez même trouver sur le web des petites séquences qui vous montrent le dégagement des bulles. Vous avez la même réaction que dans un chloroplaste, donc vous avez une décomposition de l'eau avec d'un côté génération de la feuille, d'un côté génération de la feuille de l'oxygène et de l'autre côté émission d'oxygène, donc d'hydrogène. Les deux molécules sont strictement compartimentées. Là, dans l'expérience, ça n'avait aucun intérêt, donc elles sont mélangées. Et donc vous avez un système qui fonctionne de la même manière. La transmission des électrons se passe bien entendu par la feuille d'acier, par la membrane d'acier à l'intérieur. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le système fonctionne en laboratoire. C'est une pure opération de laboratoire à l'heure actuelle. Il y a une start-up qui s'est évidemment installée tout de suite à Cambridge pour exploiter tous les brevets du MIT qui ont été mis en place. Mais la feuille ne fonctionne bien que si on fait une protection par de l'oxyde d'indium ou de fluor. Et on se retrouve exactement dans le même schéma que les dispositifs végétaux. C'est-à-dire que la lumière solaire a un pouvoir en fait tellement fort qu'elle endommage les molécules qu'il faut les protéger. Dans le cas de l'espèce humaine, nous avons de la mélanine à la surface de la peau, plus ou moins en fonction de la latitude où l'on vit. Dans le cas des végétaux, je vous rappelle qu'il y a de la lignine qui a cette fonction protectrice pour les végétaux qui ont des durées de vie importantes, c'est-à-dire les plantes pluriannuelles pérennes ont toujours cet équipement en lignine dont une des fonctions est d'assurer la photoprotection. Et dans le cas de la feuille artificielle, eh bien, la même cause a une solution différente, bien entendu, donc c'est l'oxyde d'indium et de fluor. Mais je ne vais pas vous parler de la feuille artificielle, parce que là, on échapperait complètement aux biotechnologies. Je vais revenir soigneusement donc, à la partie ressources végétales en algues, en plantes annuelles et en plantes pérennes, et l'articulation entre ce compartiment et le compartiment système agricole, algaux et forestier. Les biotechnologies vertes seront abordées en particulier dans l'exposé de Loïc Lepignec et dans celui d'Agnès Ricraud tardivement, mais on est obligé d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais le sujet sera essentiellement abordé plus tard. Donc on est dans cette partie-là de cette figure que je vous imposerai, je peux dire, à chaque leçon, de manière à ce qu'on s'y retrouve. Le contexte, il est simple. Nous avons des terres marines, des zones marines et des terres émergées. Je ne vous donne pas les surfaces, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Les zones marines produisent des macroalgues et des microalgues. Une des questions que l'on se pose à l'heure actuelle, c'est de savoir comment on va faire pousser ces microalgues qu'on sait récupérer en mer sur des zones terrestres. Ensuite, nous avons des plantes annuelles et des plantes pérennes. Les plantes annuelles sont organisées avec des rotations culturales, c'est-à-dire comment sur la même parcelle on fait tourner plusieurs espèces, et ensuite sur une zone donnée, quel est l'assolement, c'est-à-dire comment on a simultanément dans la même année plusieurs plantes qui vont pousser. Les solutions qu'on doit envisager toutes les fois, c'est bien entendu l'espèce botanique considérée, la variété en l'occurrence, mais on n'aura pas le temps de descendre jusqu'à ce grain-là aujourd'hui. Donc l'espèce, le système de production qui comprend la rotation culturale, l'assolement, et l'aptitude au procédé de transformation. Les plantes que je vais vous citer évitent toute cette partie aptitude au procédé de transformation, puisqu'en général, ce sont des plantes qui s'y prêtent bien, sauf dans le cas de l'EVA. Je vous soulignerai quelques particularités. Globalement, on estime que 50% de la biomasse photosynthétisée est dans les zones marines, mais très diluée, et 50% de la biomasse photosynthétisée est dans les terres émergées, donc peut-être tout autant répandue, mais au moins plus facilement récupérable. Donc on va s'intéresser d'abord aux terres émergées. Dans la leçon qui sera consacrée au système, j'expliquerai quelles sont les surfaces disponibles au niveau mondial et comment on peut jouer avec. Donc je préfère, dans le cadre des leçons de ce type-là, me focaliser sur une partie française, puisqu'à ce moment-là, on a une compréhension plus rapide, et en fait, on a toutes les clés pour aborder le sujet. Donc, les sols en France sont
très bien connus, très bien cartographiés par l'IGN, par tout un tas d'autres organismes, et en particulier par la GREST, qui est le service des statistiques agricoles, que vous retrouvez sur le site du ministère de l'Agriculture. Et donc là, vous avez les surfaces en milliers d'hectares. Donc vous avez les sols bâtis, collège, l'endroit où vous vivez, les sols revêtus ou stabilisés, donc c'est en particulier les routes, les parkings, etc. Les autres sols artificialisés. Alors vous voyez bien que les sols revêtus ou stabilisés représentent une surface considérable, et à partir du moment où vous avez une expansion horizontale des villes, donc avec une faible densité, ce qui est quand même étonnant de voir, c'est que les sols revêtus sont plus importants que les sols bâtis. C'est la surface au sol qui est prise en compte là. Ensuite, heureusement, on trouve les sols cultivés, les sols boisés, landes, friches, maquis, etc., jusqu'aux sols nus naturels en France. Bon, l'exemple, c'est la plaine de Crau. Et les zones humides ou sous les eaux, donc c'est tout ce qu'on retrouve dans les estuaires ou le long des fleuves, et qui, à cette saison, sont recouverts justement par de l'eau. Et à la fin, les côtes. Alors, je cite les côtes, tout simplement parce que dans le cours aujourd'hui, on parlera des microalgues, que les microalgues poussent et les macroalgues poussent en mer, les macroalgues en particulier. Et donc, il est important de connaître la surface disponible, même dans les rêves les plus fous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous voyez que vous prenez la surface, la longueur des côtes en kilomètres. Alors, il y a un énorme souci sur la Bretagne, parce que c'est typiquement un paysage fractal, donc on ne sait jamais comment estimer la longueur des côtes en Bretagne. On le fait globalement. Il y a une valeur moyenne à 6300. Ça explique pourquoi on passe de 5300 à 6300, plus l'outre-mer, là en prenant simplement une bande de 100 mètres de largeur pour faire pousser des macroalgues. Après, on peut envisager 1 kilomètre si vous voulez, mais ça donne simplement l'ordre de grandeur. Vous voyez qu'on arrive à récupérer, pour faire pousser des macroalgues, dont on parlera après, simplement 53 à 63 000 hectares par 100 mètres, à comparer aux zones cultivées qui sont là à 18 millions d'hectares. Donc ça vous donne les surfaces en termes de poids disponibles. Ensuite, dans ces surfaces-là, qu'est-ce qu'il est important de voir? Les zones humides et sous les eaux, bon, on peut envisager de faire, comme les Hollandais, bien entendu, de les assécher, faire des polders, etc. En fait, ce sont des zones très importantes pour la biodiversité, donc elles sont très protégées. Les surfaces en herbe, ce sont les prairies. Elles diminuent de manière constante, donc elles ont diminué d'1,4 million d'hectares dans les 10 dernières années. Les landes friches maquis sont inutilisables parce que ce sont des sols en général trop escarpés, avec une capacité de végétation faible, ne sont pas considérés. En fait, l'équilibre se passe entre les deux. Si on prend les sols cultivés et les sols boisés, les sols cultivés sont en diminution chaque année, en gros, d'environ 70 000 hectares par an, au profit justement des sols bâtis et des sols revêtus. Et les sols boisés, ce qui va en l'encontre d'estimations individuelles, d'évaluations individuelles, sont en augmentation depuis 1900, en gros de 6 millions d'hectares. Ça a augmenté de 6 millions d'hectares depuis 1900, ça représente à l'heure actuelle 28% du territoire métropolitain. Donc je fais bien la différence entre les sols boisés où on peut récupérer la biomasse, des landes, des friches et des maquis où on considère que la récupération de la biomasse serait énergétiquement très compliquée. Enfin, très compliquée. Ensuite, si on fait tout de suite un premier tableau, à partir des cours précédents, on va dire qu'on a besoin de 6 sources de matières premières pour faire de la chimie, de l'énergie. Donc la lignocellulose dont on a parlé, l'amidon, saccharose, oligosaccharides, lipides et protéines. On a 3 types de plantes en pratique. Et des plantes, on va dire, qui sont strictement lignocellulosiques. En gros, on va être intéressé par les tiges. Il n'y a aucune plante qui nous intéresse par les feuilles. Donc celles qui nous intéressent par les tiges, donc on va trouver tout ce qui est sylviculture, donc en milieu terrestre, sorgho, triticale, donc à ce moment-là, on ne va pas jusqu'au grain, et les macroalgues. Là-dedans, je les ai mises là parce que le tableau est la vocation pour les deux sorties. Et ensuite, les plantes se distinguent de manière très simple, elles sont binaires. Toutes les graines, quand elles se forment, au départ, accumulent dans les premiers jours de synthèse simultanément des lipides ou de l'amidon ou du sucre. Et ensuite, il y a un basculement tout de suite qui se passe. Il y a un choix qui est fait par le système métabolique. On aura soit des lipides, soit de l'amidon. On n'a jamais coexistence des deux. Au niveau de la graine, je parle bien entendu. Donc les réserves lipidiques, vous allez les trouver dans les graines d'oléagineux. Vous avez une liste très longue de ressources.
Les réserves glucidiques, vous allez les retrouver essentiellement sous forme amylacée. Et ensuite, on retrouve le saccharose dans les racines de betterave ou dans les tiges de canne à sucre. Et il y a une dernière population à citer, ce sont les graines de légumineuses qui contiennent entre 5 et 10%, on va dire, d'oligosaccharides qu'on ne sait pas utiliser à l'heure actuelle. Et en fait, c'est un défaut de ces graines de légumineuses parce que ce starter présent dans les graines légumineuses est essentiel au moment de la germination, pour stabiliser les protéines, etc. Et ce sont des substances qu'on ne sait pas utiliser aussi bien en alimentation animale qu'en chimie, par exemple. Voilà, donc ça c'est le paysage, et ça permet déjà de distinguer un certain nombre d'espèces et de familles. Alors ensuite, on peut prendre chaque espèce et regarder comment la jouer, donc comment la considérer dans le paysage. Donc on va faire plusieurs fois aujourd'hui des SWOT, donc c'est un anglicisme, c'est pas un anglicisme, c'est de l'anglais. Donc c'est Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, ce que j'ai mis là. Alors force, faiblesse, opportunité, menace. Pour chaque espèce, on peut le faire. Et on s'est astreint, dans un travail avec l'IFPEN et le CIRAD, à aller chercher pour chaque espèce quels étaient les avantages, les inconvénients. Alors vous l'appelez force, faiblesse, que vous voulez, etc. Donc vous voyez, dans le cas du blé, pour prendre cette espèce-là, il y a une longue expérience. Donc on sait comment cultiver du blé, on sait où il va pousser. C'est une culture d'hiver, donc ça va recouvrir le sol. Au moment de l'hiver, ça veut dire que les besoins et la disponibilité en eau, par exemple, sont en phase, comparativement à des espèces comme le maïs qu'on va planter en avril ou en mai, à un moment où les vagues pluvieuses, si on peut dire, les phases pluvieuses sont plutôt derrière nous, puisqu'on rentre dans le printemps et dans l'été. Donc ça donne un avantage à ce moment-là. C'est une plante polyvalente. Alors c'est peut-être un malheur pour elle, elle répond aussi bien à des besoins d'alimentation humaine, animale, chimie et bioénergie. Je vous rappelle qu'il y a plus de blé qui est consommé en alimentation animale en France et en Europe qu'en alimentation humaine directe. L'alimentation humaine, ça doit représenter du blé, ça doit représenter français, ça doit représenter 10-12%, c'est tout. C'est un végétal qu'on sait transformer dans les procédés. Il y a une très large gamme de produits accessibles à partir de la transformation de l'amidon. Il y a une disponibilité de variétés résistantes aux maladies, de ressources génétiques présentes dans des collections, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur des opérations d'extension du blé à des nouvelles zones culturales, et inversement, on peut se préparer à des événements climatiques tels que le changement. Les faiblesses, le métabolisme, on en parlera après, donc c'est le métabolisme C3. En fait, c'est une mauvaise question, c'est-à-dire que cette plante-là, métabolisme selon une voie métabolique particulière au niveau de la photosynthèse en C3, elle a un bilan énergétique moindre que celui qu'une plante en C4, donc ça occupe de belles communautés de chercheurs pour savoir comment transformer le blé de C3 en C4. Et en fait, quand on regarde les travaux, le gain qu'on pourrait obtenir en passant de C3 en C4 est inférieur à celui que l'on peut avoir en adaptant le mieux le blé aux conditions écophysiologiques locales. Et ensuite, il y a deux défauts, là très particuliers, c'est qu'il y a une très forte adhésion entre les grains d'amidon et les protéines de réserve au niveau du gluten. Donc la séparation des éléments est très compliquée, comparativement par exemple à des graines de légumineuses. Les pailles contiennent énormément de matière minérale, ce qui va nous gêner dès qu'on va vouloir faire de la thermochimie. Puis intrinsèquement, je veux dire, avoir systématiquement entre 5 et 10% de matière minérale dans un organe végétal qu'on récupère, ce n'est pas très intéressant parce qu'on ne sait pas valoriser ces matières minérales. On sait les retourner au champ, mais on ne sait pas les valoriser. C'est une plante dont les conditions de culture à l'heure actuelle sont fondées sur une forte utilisation d'intrants, en particulier azotés. Le grain de blé a une morphologie particulière avec un sillon, je vous ai déjà expliqué ça. Ça veut dire que quand on veut faire de la raffinerie du grain de blé, il faut d'abord le faire éclater et on gratte ensuite le grain de blé à partir de l'intérieur, à la différence du riz, où on aborde le grain de riz par l'extérieur et on se contente de faire une abrasion. Il y a une sensibilité particulière aux fusarioses, donc ce n'est pas en contradiction avec ça, c'est la sensibilité particulière du blé. Sur le grain de blé. Donc ça induit la présence ensuite de mycotoxines qui sont un souci en alimentation humaine et en alimentation animale, même si à l'heure actuelle, on sait les réguler. Et il y a un coût de production élevé, ce sera une autre leçon qui est liée à la présence d'intrants. Alors les opportunités, pourquoi on considère toujours le blé ? Il y a une forte demande en biocarburants, et quand on parlera dans les prochaines semaines de l'évaluation environnementale,
vous verrez que justement, les résultats sur l'éthanol sont dans de grandes controverses. Il y a une demande de polymères amphiphiles, donc on peut aller chercher dans les protéines. Il y a une très grande communauté de recherche sur le blé de par le monde. Les préoccupations environnementales sont très importantes. Ça veut dire que si on est capable d'utiliser les ressources génétiques pour limiter les intrants, on peut répondre aux préoccupations environnementales. Et le blé étant source de produits de panification dans tous les pays du monde, il y a énormément de soutien public. Il y a peut-être un côté cynique là-dedans, on présenter ça comme ça. Mais c'est vrai que quand il y a des politiques publiques qui se mettent en place sur une espèce, c'est quand même plus facile de la travailler, qu'on soit dans le domaine privé ou public. Les menaces ou limitations, il y a la concurrence avec tous les usages alimentaires. Toutes les fois que vous utilisez du blé pour faire de l'éthanol, vous trouvez une personne qui vous dit qu'on est en train d'affamer le monde entier, bien entendu, quoi. Alors c'est vrai sur la biomasse, c'est vrai sur la matière première. Il y a la concurrence avec les autres usages du sol. Est-ce qu'il faut faire du blé ou est-ce qu'il faut faire du peuplier? On verra ça après. Il y a le coût de l'énergie. Le blé utilisant énormément d'intrants, si le coût du pétrole augmente, automatiquement le prix des engrais azotés, c'est-à-dire ammoniac et nitrate, va augmenter. Et donc il y a un effet domino sur le prix du blé. Il y a l'accès aux ressources en eau. Alors le blé n'est pas du sorgho, il a quand même besoin d'eau pour pousser. En général, il n'est pas arrosé. Mais il y a quand même besoin d'eau. Ce n'est pas une plante de sol sec. Il y a une forte érosion des sols. Donc il faut laisser énormément de matière organique dans le sol pour éviter qu'en particulier par lessivage ou par action du vent, il y ait disparition des particules de surface. Donc il y a un retour important à avoir de la plante sur le sol. En particulier en Europe, il y a de très fortes critiques sur les intrants chimiques utilisés au niveau des produits phytosanitaires. Vous savez qu'il y a un plan éco-phyto qui a été mis en place demandant la réduction de 50% des intrants phytosanitaires. Le plan il est très sympathique. Ceci dit, on n'a pas nécessairement les solutions techniques pour réduire de 50% les intrants tout en maintenant la production globale. Et le dernier point, ce sont des plantes qu'on peut facilement délocaliser et faire pousser dans d'autres plantes, dans d'autres pays. Et je pense simplement à l'Ukraine à l'heure actuelle, qui présente des terres merveilleuses qui sont relativement peu, on va dire, développées en usage agricole intensif, à l'image de ce qu'on sait faire en France. Et donc, il y a un certain nombre d'opérateurs à l'heure actuelle qui sont en train d'acheter des terres, ou s'implanter, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont en train de s'implanter dans des pays comme l'Ukraine, tout simplement parce qu'il y a disponibilité de terres avec un beau potentiel agronomique. Voilà, oui, ça, ce n'est pas utile, l'animation. Alors, on peut avoir cette approche-là. Sur le blé, on peut prendre toutes les plantes, comme ça. Je veux dire, réserve, blé, maïs, etc. Ensuite, on peut regarder par molécule. Et par molécule, ce qu'il faut regarder spécifiquement, c'est le cas des lipides. Parce que les lipides, on peut faire toutes les plantes une par une, mais dans le cas des lipides, on sait quand on va récupérer un triglycéride, on va mettre d'un côté le glycérol et de l'autre côté, on récupère les acides gras. Et derrière la chimie, derrière les acides gras, il y a une chimie parfaitement établie qui sait faire de très belles molécules. Et donc, ce dont on a besoin, c'est ce que j'ai marqué là, c'est les triglycérides en ayant des acides gras spécifiques sur chacune des positions. Il y a la longueur des acides gras, la présence de double liaison, la présence d'acides gras méthylés avec des chaînes partiellement cyclisées ou des groupes fonctionnels réactifs. Et là, à chaque fois, on peut mettre en correspondance des espèces. Donc, si vous prenez par exemple la longueur des acides gras, vous voyez que pour faire du biodiesel, on a deux sources qui sont merveilleuses, qui sont le colza et le tournesol oléique. Dans une moindre mesure, le soja, parce qu'il n'y a que 22%, en moyenne 22% d'acide oléique. Mais si vous voulez faire du kérosène, qui est donc le fuel servant pour l'aéronautique, il faut à ce moment-là des chaînes qui sont plus courtes, tout simplement parce que le kérosène voyage dans des avions, dans des ailes d'avion, donc va être soumis à des températures plus basses. Il ne faut surtout pas qu'il solidifie. C'est le premier argument pour la longueur de chaîne. Donc il faut à ce moment-là des chaînes plus courtes. Or, les chaînes grasses qu'on obtient par les oléagineux terrestres à l'heure actuelle sont trop longs. Donc il y a soit la famille des QFA qui est en cours d'exploration pour donner cette solution-là, soit vous allez chercher directement des lipides microbiens qu'on va pouvoir caler entre 8 et 12 atomes de carbone, et ce sera une des raisons de l'exposé de Jean-Marc Nicot, donc la semaine prochaine. Puis après, il y a des personnes qui veulent des chaînes beaucoup plus longues qu'on va trouver dans l'acide érucique, donc dans le ricin,
ou dans le crambe. Et donc, vous voyez comment certaines espèces, à certains moments, peuvent être distinguées. Mais attention, aucune espèce ne donne une seule longueur d'acide gras. C'est le malheur, mais c'est la beauté des ressources biologiques. Alors, dedans, vous trouvez bien entendu des espèces qui sont bien connues, le palmier à huile, l'arachide, la caméline, etc. Il y a d'autres espèces qui sont en cours d'exploration, donc de domestication, je veux dire comme les euphorbes, comme le crambe d'Abyssinie, je veux dire, il y a des opérations de domestication qui se passent dans les différents pays du monde. Et j'ai osé ici, juste pour faire un peu de provocation, dire que par exemple sur les acides gras les plus sophistiqués, à ce moment-là, on va chercher ces acides gras et on envisage des sources OGM, puisqu'à ce moment-là, on pourra orienter directement le métabolisme. Voilà, donc ça, c'est le côté leçon de choses. Mais là, on n'a regardé que les réserves. Après, il ne faut pas oublier que les lipides, on en trouve en particulier dans la cutine. Tous les organes végétaux sont recouverts par une couche lipidique polymérisée. Donc, si vous êtes dans les plantes pérennes, vous aurez de la subérine, c'est ce que vous trouvez dans le liège, par exemple. Si vous êtes dans des organes végétaux simples, comme les tomates, les peaux de tomates, ici, contiennent de la cutine. Et donc, ce sont des C16 avec des fonctions hydroxyles qui sont portées. Alors, si c'est du C16, c'est du 9, du 10 et du 16. Alors, j'espère que les formules sont juste là. Je vais bien vérifier, mais ça colle, normalement. Le C18, il est porté sur le 9, le 10 et le 18. C'est les numéros atomes de carbone. On les trouve partout. Alors, vous allez me dire, faire pousser des tomates pour récupérer simplement des acides gras, c'est quand même un peu compliqué. Maintenant, n'oubliez pas que vous achetez beaucoup quand même de tomates pelées au jus, pour être très clair. Et donc, quand vous achetez des tomates pelées au jus, l'industriel, il récupère les pots de tomates de l'autre côté. Il ne sait pas nécessairement quoi en faire. Donc, il y a une source d'acides gras hydroxylés. Ces acides gras hydroxylés, quand ils sont présents dans la nature, et l'intérêt justement de ces acides gras hydroxylés, c'est qu'ils sont capables de faire des fonctions ester en liant un hydroxyle ici avec une fonction carboxylique d'un autre acide gras. Et ça vous permet de faire donc un film polymérisé, donc qui va résister à l'action de l'eau, à l'action de tout ce que vous voulez, etc., sauf les actions mécaniques, bien entendu. C'est une peau très fine qu'on récupère. Donc on peut récupérer ces différents acides gras, les isoler, c'est simplement que de l'hydrolyse. Et l'intérêt qu'il y a avec ces acides gras, donc qui sont purement naturels, etc., c'est qu'ensuite, si vous les mettez dans des conditions où ils peuvent se réassocier sans chimie du tout, c'est simplement des conditions de milieu en étant physico-chimie, ils vont se réorganiser et simplement leur structure chimique va vous donner des objets nanométriques, donc des nanoobjets. Alors, ça a été exploré, je veux dire, c'est le travail de Jean-Paul Douliez, ça a été exploré, ça vous donne, ça c'est l'échelle, c'est un micron, ça vous donne des rubans torsadés, ça vous donne des petits cônes, etc., ça vous donne des plaquettes. Alors, ce sont des objets donc très dimensionnels qui sont capables de se placer à des interfaces et donc qui vont stabiliser des milieux en se plaçant de manière particulière aux interfaces. Donc, voilà comment on est capable, à partir d'un acide gras, de créer un nano-objet qui a une propriété d'usage ensuite, je veux dire, en stabilisation et émulsification. Voilà, ça, c'est des plantes métropolitaines. Ensuite, vous avez dû certainement entendre parler de la controverse sur le palmier à huile. Donc, c'est une plante dont je vous rappelle qu'elle vient d'Afrique occidentale. Elle a été importée en Malaisie et à l'heure actuelle, ensuite développée en Malaisie sur les pentes de collines où elle est implantée en enlevant bien entendu la forêt primaire qui est en place. Voilà un palmier à huile. Vous avez ici donc les différentes graines qui sont récupérables et c'est à l'intérieur de ces graines que vous avez des lipides. L'intérêt du palmier à huile, c'est sa très forte productivité à l'hectare. Son malheur est que, bien entendu, pour l'implanter, il se fait aux dépens du couvert végétal. Et il y a une très forte demande en huile de ce palmier particulièrement, en alimentation humaine, même si elle est décriée pour un certain nombre de propriétés. Elle est présente en alimentation humaine, bien entendu, elle est présente en chimie, parce qu'elle a un prix de revient qui est objectivement plus faible que les autres. Donc vous pouvez faire de la même manière un SWOT, pour rester dedans, sur le palmier à huile. Donc vous voyez que l'élément essentiel, c'est 10 tonnes par hectare et par an d'huile récupérée. C'est une plante pérenne, donc vous voyez que la frontière entre plante pérenne et plante annuelle, elle est utile à avoir, mais ce qui est important dans ce cas-là, c'est que ça vous assure des revenus pendant une quinzaine d'années et ça stabilise les sols. Il y a des qualités particulières, c'est celles que vous trouvez dans la végétaline, pour être simple.
donc une température élevée d'ébullition. Et le dernier point, alors qui ne doit pas nécessairement vous frapper, le génome est complètement séquencé, c'est lié au fait que c'est une huile industrielle. Donc derrière, on peut faire beaucoup de choses. La récolte, elle est fastidieuse parce que c'est un arbre et en fait tous les arbres présenteront toujours ce problème-là, donc la mécanisation à l'heure actuelle n'existe pas. Il y a un besoin élevé en eau, donc même s'il y a un réchauffement climatique, on n'est pas prêt de faire pousser du palmier à huile en Gascogne. Il faut en gros 1,5 mètre d'eau par an. Il faut des fertilisants, ça c'est lié, il n'y a pas de mystère. Quand une plante produit, il y a toujours des intrants qui sont rajoutés. Même si le génome est séquencé, on est quand même comparativement au blé dans le b.a.-ba de la chose. Il y a un certain nombre d'opportunités. D'abord au plan agronomique ici, pour jouer directement sur la production mondiale. Ensuite ici directement, puisqu'il y a une demande mondiale de corps gras, on peut croiser le palmier à huile avec d'autres espèces, donc d'autres variétés, en particulier faire de l'introgression. On étudie l'ensemble des sous-produits. Bon, le principal problème, il est ici, c'est la destruction de la forêt tropicale, en particulier l'Indonésie, la Malaisie, etc., et avec des pratiques qui sont non durables. C'est loin de nous. Donc, même s'il y a des systèmes de certification, il est évident que dans l'ensemble, il y a des produits qui ont été mis en place dans des conditions non durables. Donc voilà, ça vous explique pourquoi le palmier à huile est une plante merveilleuse, mais qui peut faire le malheur des pays qui décident de s'investir dedans de manière lourde. Alors il y en a une deuxième qui a donné lieu à beaucoup de colibés, c'est les jatropha. Donc c'est une plante qui pousse plutôt dans des pays secs, qui a un certain nombre d'avantages. Son avantage, il est là, donc c'est une plante, là on ne le voit pas très bien, hein, mais normalement il y a les fruits qui sont là, qui sont présents. Donc ce sont des gros fruits, ici, dont on sort des petites graines à l'intérieur, classiques. Dans ces graines, il y a de l'huile, il y en a 25 à 30%. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle pousse dans des zones qui sont, on va dire, difficiles. Ça sert souvent à faire les haies en Afrique. Donc on extrait de l'huile. Le deuxième élément qu'on sort de là sont des métabolites secondaires. Mais manque de chance, dans le même ensemble, dans le tourteau, puisqu'il reste toujours des protéines à ce moment-là, il y a des toxines très importantes, ce qui fait que le tourteau ne peut pas être utilisé en alimentation animale et encore moins en alimentation humaine. Il y a une bonne diversité génétique. La faiblesse, on va les donner là, c'est que de manière un peu stupide, il y a des gens qui ont cru que parce que c'est une plante de pays sec, elle allait pousser sans eau. Donc sans faire de plaisanterie à la RG, il faut tout simplement vous dire qu'on espérait avoir des rendements, par exemple, de l'ordre de 30 watts de fruits frais, de 1500, 1,5 tonne de kilos d'huile à l'hectare. Et les essais qui ont été faits, ça vous donne, vous voyez, quelque chose qui est entre un facteur 3 et 4. Et ici un facteur 4 net de kilos d'huile à l'hectare. Donc c'est une plante qui est adaptée à des pays secs, qui produit. Son intérêt, en fait, il est tout simplement dans la possibilité de créer une ressource d'huile qui va servir dans des groupes électrogènes, dans des zones enclavées où on sait que l'électrification n'arrivera pas dans les 10 à 20 ans. Le deuxième élément, c'est que ça pousse sur des sols marginaux, donc ça peut permettre d'utiliser des zones agricoles qui ne seront pas utilisées en alimentation humaine. Bien entendu, sa limitation, c'est là où les espoirs ont été perdus, c'est que ça pousse si on met beaucoup d'eau et si on met beaucoup d'intrants. Donc il y a une concurrence entre l'usage classique de cette plante sur des sols, on va dire, marginaux, et là où on aimerait la mettre à l'heure actuelle sur des champs majeurs. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que les rendements étaient bien en deçà de ce que l'on pouvait espérer, les financements ont largement chuté. Les financements internationaux, je parle de les recherches, je suis toujours un peu cynique, mais les financements internationaux ont chuté. Troisième plante, on reste un peu dans les parties lointaines, c'est l'EVA. L'EVA, c'est un des exemples de kidnapping génétique. Je vous rappelle que l'EVA est une plante qui vient d'Amazonie, qui a fait la fortune de l'Amazonie. Je ne sais plus quelle ville en Amazonie a vécu pendant très longtemps de ça. Puis ensuite, la plante est partie à Londres au titre de collection de ressources biologiques. Et puis une fois qu'on a su la faire pousser à Londres, hop, elle est partie en Asie. Et donc vous la retrouvez à l'heure actuelle en Asie. Et c'est elle qui est responsable donc de la production de latex. Donc ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur le web, celle-là, de plantation
française en Indochine en 1910. Les plantations actuelles, elles n'ont rien changé, quoi. Enfin, il y a simplement l'origine de la personne qui est différente. Donc c'est toujours des plantations relativement denses, et on fait une entaille sur l'arbre, on récupère ici donc le latex, qui est un produit de protection de l'arbre suite à la teinte mécanique qui est faite. Et donc le latex coule ici, c'est une suspension de particules qui contiennent en particulier l'isoprène. Donc c'est une plante merveilleuse, en gros c'est une plante à traire, si on peut dire, même si la manière de le traire est un peu dure. C'est la seule source commerciale à l'heure actuelle disponible. Elle a lieu dans des pays qui sont lointains, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette production de latex s'accompagne forcément de la sécrétion simultanée de protéines. À partir du moment où vous avez des protéines, vous avez forcément des réactions allergéniques qui peuvent se déclarer. Et donc il y a des personnes qui sont allergiques au latex. C'est en particulier gênant dès qu'on va dans un hôpital, dans un milieu hospitalier, y compris pour le personnel hospitalier. Donc il y a des recherches qui sont faites sur d'autres sources de latex. Donc il y a en particulier les grands fabricants de pneumatiques mondiaux, dont Michelin, qui s'intéresse à l'heure actuelle à la production de latex par voie microbienne, ce qui est une voie en cours de développement. Sinon, il y a d'autres espèces qui sont disponibles. Donc là, il y a la guyaoule, disponible aux États-Unis, au nord du Mexique. L'intérêt, c'est qu'elle pousse dans des zones arides et semi-arides, avec une faible productivité à l'hectare. Vous voyez, on récupère 300 kg, etc. Alors que quand on est dans les pays asiatiques, on est entre 500 kg et 3 tonnes par hectare et par an. Le deuxième élément qui est gênant dans ce végétal-là, donc le parthénium, c'est que le latex n'est pas sécrété. On n'a pas un phénomène on n'a pas une approche par scarification. Le latex est présent dans les cellules parenchymateuses sous l'écorce, sous la présence de fines particules. Donc il faut récupérer l'ensemble de la plante pour récupérer le latex. C'est le premier point. Et la deuxième plante qui est travaillée donc en Europe, c'est le pissenlit russe, que je n'ai jamais vu, donc je n'ai même pas de photo. C'est une plante pérenne, qui a des rendements beaucoup plus faibles. Et là, le défaut, c'est que c'est une plante dont le latex contient énormément de protéines. Idem, c'est une plante qu'il faut complètement récupérer. Donc vous voyez qu'il y a toujours ce souci d'élargissement des ressources biologiques. Quel lieu. Alors après, il y a le malheur, français, européen, c'est le pois et la févrole. Alors le pois et la févrole, ils sont très intéressants parce que ce sont des plantes qui fixent l'azote. Donc ce sont des plantes qui seraient merveilleuses, qui sont merveilleuses, puisqu'il n'y a pas besoin de fournir d'ammoniac et de nitrate pour les faire pousser. En plus, il y a toujours une partie de l'azote qui reste dans le sol. Ce qui veut dire que le deuxième avantage, quand vous faites une culture suivante qui n'est pas de légumineuse, vous avez forcément de l'azote qui est déjà dans le sol, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Si vous l'insérez dans des systèmes de culture, vous avez une alternance graminée, légumineuse, donc vous faites baisser les attaques par des bioagresseurs. On a un ensemble de ressources génétiques et génomiques fantastiques. Les volumes à l'heure actuelle de production, les surfaces emblavées sont relativement faibles, les rendements sont instables, ça c'est son problème agronomique majeur. Elle n'est pas complètement substituable à d'autres matières premières, ça c'est le poids de l'habitude utilisé en alimentation animale, je pense en particulier aux tourteaux, qui font de l'industrie. Il n'y a pas d'industrie de transformation spécifique, et dans le cas de la luzerne, que je n'ai pas mise là, mais qui pourrait rentrer dedans, on récupère des feuilles qui sont humides, des feuilles et des tiges qui sont humides, donc il faut sécher, donc il y a un coût énergétique important. Mais il y a cet élément azoté, là, donc on pourrait penser qu'il y a des surfaces en permanence, enfin le pois et la févrole font partie en permanence des systèmes agronomiques, mais non. Si vous regardez les variations de surface, en particulier au niveau français, il y a une décroissance lente, mais sûre, des surfaces qui sont emblavées en pois et en févrole, tout simplement parce que le rendement agronomique est mauvais, il est insuffisant, et deuxièmement, on ne peut pas complètement les substituer dans les rations alimentaires, et donc il y a un moindre intérêt pour ces produits-là. Donc vous avez une perte d'intérêt des agriculteurs et des coopératives, et un progrès génétique qui est plus lent que dans les autres espèces. Voilà. Alors ça, c'est les plantes agronomiques. Dedans, il y a les VA. Mais les VA produisent une molécule très particulière, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis ensuite, il y a les cultures forestières.
Alors les cultures forestières, elles sont de 3 types. Il y a les forêts au sens classique, donc plantation dense, c'est 95% de la surface forestière. On rajoute toujours dedans les haies. Les espèces qu'on trouve, hein, c'est peuplier et saule, un peu d'eucalyptus. Ça, c'est une première vague. Rendement, c'est 10 à 12 tonnes de matière sèche par an. Et vous avez aussi le robinier, châtaignier, les pins, 5-6 tonnes de matière sèche lignocellulosique par an. Hein. Je parle de matière sèche à chaque fois. Et en France, donc ça vous donne des volumes très importants que vous pouvez exprimer en TEP, que vous pouvez exprimer en mètres cubes, que vous pouvez exprimer en biomasse, etc. Alors BIB, là, c'est le bois d'industrie et le bois d'œuvre. Ça fait partie des vocables employés en particulier par l'ONF. Donc ça représente des volumes importants, hein, 16 millions de TEP. Je vous rappelle que l'utilisation française, c'est entre 280 et 300 millions de TEP par an. Donc vous voyez apparaître dans le paysage quelque chose qui peut contribuer, non pas de manière écrasante, mais de manière significative au bouquet énergétique. Il faut assez 15 millions de TEP, donc il y en a 10 exploitables. Il y en a 3 ici qu'il faut prendre sous la forme de menu bois récupérables. Dans ce menu bois, il y a en particulier tout ce qu'on va trouver dans les haies. Alors vous êtes peut-être familier avec les trognes. Vous savez, quand vous mettez des arbres dans les haies, vous avez, je ne parle pas des haies qu'on met pour la décoration, etc., mais vous avez une manière en sylviculture de suivre les arbres qui consiste, une fois qu'ils ont atteint une taille suffisante, à faire un élagage partiel. Et à ce moment-là, vous renforcez, on va dire, la structure principale du tronc, qui va devenir de plus en plus grosse, et sur les extrémités des branches, vous avez à ce moment-là un développement de tiges fines que vous pouvez régulièrement couper. Donc quand vous avez en particulier des platanes en ville, ils sont toujours taillés en trogne. C'est un mode d'exploitation qui est très ancien, et en fait c'était un partage du pouvoir, de la biomasse, entre la noblesse et les paysans. La noblesse utilisait le bois d'œuvre, il n'y avait pas de bois d'industrie à l'époque, le bois d'œuvre. Les paysans avaient le droit d'utiliser le menu bois qu'on pouvait aller chercher sur les trognes. Donc vous voyez que le menu bois sur les trognes, il est quand même important, c'est 20% de la fraction BIP. Ce qui est important de voir, c'est que si vous mettez sur une période de 2020, on va avoir en gros 3 millions de TEP de plus par an, si on raisonne sur la partie BIP. Et il y a un ensemble de TEP qu'on peut retrouver donc dans la partie menu bois. MB, c'est le menu bois. Plus difficile à mobiliser, etc. Donc on a d'autres usages de ce menu bois. C'est là en particulier qu'on produit les plaquettes de bois. Donc ce sont des technologies différentes. Mais il y a donc une ressource là en lignocellulose avec des rythmes de mobilisation qui sont pluriannuels, parce qu'on ne va pas chaque année chercher les TEP directement sur chaque arbre, ça se récupère avec des fréquences entre 5 et 10 ans. Et puis ensuite, il y a ce qui est nouveau, enfin nouveau, ouais, 10 à 20 ans, vous avez les taillis à courte rotation, les TCR, qu'on fait essentiellement avec du peuplier, avec de l'eucalyptus, donc c'est une plantation de 1000 à 2500 tiges par hectare, pratiquement pas d'intrants, une rotation, c'est-à-dire tous les 7 à 10 ans, on intervient dessus, on réutilise la souche, et donc la même plantation peut servir 20 ans, une production entre 12 et 15 tonnes de matière sèche, ça dépend énormément évidemment des conditions agronomiques dans lesquelles c'est fait. C'est ce que vous trouvez en particulier dans les zones humides le long des fleuves ou le long des rivières, où vous avez des plantations comme ça de peupliers, donc c'est ce qu'on appelle des taillis à rotation courte. On récupère à ce moment-là des arbres de diamètre en gros 15 cm, hauteur 15 à 20 mètres. Ce sont des billons qui vont pouvoir servir en trituration ou qui peuvent partir en plaquettes. Et la nouvelle forme qu'il y a, ce sont des taillis à très courte rotation. Alors, les TCR sont des plantations agricoles, mais avec une récolte de type forestière. Quand vous faites des TTCR, vous avez une plantation, une récolte de type agricole. Ce sont des machines agricoles qui passent dessus. Donc là, ça doit être du peuplier. Mais vous avez exactement du saule, hein, du peuplier ou du saule de la même manière. Vous plantez à ce moment-là avec une densité, vous voyez, qui est beaucoup plus élevée. Vous êtes à 10 000, 15 000 tiges par hectare. Une rotation de 2-3 ans, une productivité de 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et donc vous récupérez ça, je veux dire, avec une ensileuse absolument standard. L'intérêt
c'est que vous avez une rotation plus courte. Donc pour la personne qui pratique des TTCR, un retour financier sur un cycle beaucoup plus court, puisqu'il est de 3 ans, alors que là, le cycle est à 7-10 ans. C'est une des difficultés qu'il y a à implanter des cultures énergétiques. C'est qu'il faut, pendant 7 à 10 ans, attendre le retour financier. L'intérêt des TTCR, c'est qu'ils sont encore mieux que les TCR aptes à fonctionner sur des sols médiocres. Ils demandent un petit peu d'apport d'azote en début d'implantation. Et toutes ces plantations sont récoltées, bien entendu, dans la période hivernale, quand les feuilles sont tombées sur le sol. Et ça vous produit des rejets, donc on ne touche jamais à la souche. On se contente, un peu comme dans les trognes, de récupérer des tiges fines, 3 à 4 cm de diamètre, hauteur 4 à 6 mètres, et ça sert directement à faire des plaquettes forestières. Donc vous voyez comment, sur la partie ressources lignocellulosiques, il y a un élargissement de la palette des cultures, des méthodes, des systèmes culturaux que l'on peut mettre en place. Et donc vous arrivez à trouver, quand vous comparez les plantes annuelles du type céréales et les plantes lignocellulosiques, vous arrivez à trouver un continuum entre les deux. Il n'y a pas une différenciation. Alors il y a une différence énorme qui réside dans l'article 1 du Code forestier, c'est que la forêt est considérée comme ayant une valeur multifonctionnelle. Donc elle sert en production de biomasse, mais elle a aussi, donc ça c'est sa fonction économique, elle a une fonction environnementale au sens, c'est en général un réservoir de biodiversité, et elle a une fonction sociale, donc c'est le lieu de plaisir dans lequel on va pouvoir aller crapahuter le dimanche. Ça fait aussi partie de l'aménagement du territoire, je veux dire de la disposition des différentes zones urbanisées, des zones rurales, des zones forestières, les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est un élément très important dans le cadre du développement durable. Donc, par voie de conséquence, la mise en exploitation de la forêt n'est pas libre comme on peut l'avoir sur des terres agricoles. C'est pour ça que la typologie zone forestière, zone agricole reste importante, parce que vous avez cet article-là qui, heureusement, existe et vous permet de limiter ce qui se passe, par exemple, dans le cas des forêts tropicales dont on a parlé tout à l'heure avec les VA, où vous avez la forêt primaire qui disparaît au profit de l'implantation d'une autre forêt. Je veux dire, une plantation des VA, c'est une forêt. Le deuxième élément, pour envoyer un cours un peu plus loin, c'est que la forêt, chaque année en croissant, absorbe du carbone par le mécanisme de biosynthèse, et donc elle absorbe l'équivalent de 55 millions de tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire en gros 10% des émissions françaises. Et donc vous voyez tout de suite le jeu qui se met en place en disant mais finalement c'est une zone qui absorbe, certes passivement, mais qui absorbe du CO2. Donc à partir du moment où vous mettez des crédits carbone en place, on a un puits de carbone, et le puits de carbone mérite bien entendu un retour financier, un intéressement. Donc voilà pourquoi la manipulation de la forêt, au-delà de sa fonction production de biomasse, est beaucoup plus compliquée à appréhender, puisqu'elle a des fonctions environnementales, elle a des fonctions sociales, et elle a une fonction puits de carbone, ce qui la rend plus compliquée. Donc on peut faire de la même manière en SWOT sur le peuplier. Comme toutes ces plantes-là, je veux dire, on va regarder comment elles se déroulent. Donc, on va les prendre, mais je veux dire, peuplier, c'est sa productivité. Donc, quand vous comparez de la lignocellulose de peuplier, vous êtes à 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Expérimentalement, on s'est monté à 15 tonnes. Si vous faites des céréales, vous montez au plus à 10 tonnes anti-Sancanto par hectare et par an. Mais l'intérêt, il est là. C'est très peu d'intrants, une multiplication végétative, une filière qui est organisée, des coûts énergétiques faibles, c'est lié aux intrants, etc. Un génome complètement séquencé, ça c'est comment faire de nouvelles variétés, c'est important. C'est une plante qui est à la fois modèle, je veux dire tous les chercheurs travaillent peu ou prou sur le peuplier, mais c'est aussi une plante d'application. C'est une plante polyvalente, c'est-à-dire que le produit va servir aussi bien en bioénergie, en papeterie, en matériaux, en fibres, en bois d'œuvre, etc. Ça donne du bois de qualité industrielle homogène. Il y a une mécanisation possible. Alors, si c'est des TCR, on est dans une approche forestière. Si c'est du TTCR, on est dans une approche plutôt agricole. Et ça peut s'implanter dans toutes les zones de culture ouverte. Les défauts, dans le cas du peuplier, c'est une teneur en eau élevée de la biomasse. C'est une demande aussi en eau importante.
Ça explique pourquoi vous la trouvez par exemple très souvent le long des fleuves. Une très grande sensibilité aux bioagresseurs, d'où l'intérêt de faire donc, de l'amélioration génétique. Un bois qui n'est pas comparable avec du châtaignier ou du chêne, donc qui est peu lignifié par voie de conséquence, qui va très rapidement se dégrader. Un coût élevé d'implantation, comparé à du blé, implanter ces plantes-là, ça demande de retourner le sol, d'avoir un suivi particulier. Une fois qu'on a implanté du peuplier en TCR ou en TTCR, quand on veut remettre la parcelle en fonction agronomique sur des plantes annuelles standards, blé, maïs ou autres, si on voulait le faire, eh bien, il faut enlever l'ensemble des souches et des racines. Donc ça, c'est une opération particulièrement coûteuse. Et les citadins n'aiment pas du tout quand une plantation de peuplier est coupée tout simplement pour récupérer la biomasse, puisqu'à ce moment-là, vous avez un changement brutal de paysage qui ne vous plaît pas. On est habitué au changement sur des plantes annuelles, mais par contre, sur une plante pluriannuelle, quand il y a tout à coup une coupe sombre qui est faite, au sens où on enlève un petit peu du paysage, ça ne plaît pas. Donc les opportunités, c'est essentiellement la partie énergie. Les limitations, eh bien, c'est des plantes qui ont des retours sur investissement entre 5 et 10 ans. Donc il faut des ressources financières importantes pour attendre que le retour financier ait lieu. Donc vous voyez comment le couplage entre le monde agricole et le monde bancaire se met en place à ce moment-là, puisqu'il est forcément prêt pour permettre cette implantation-là. Il y a la concurrence forcément avec les autres usages du sol. Il y a la concurrence avec les réserves naturelles dans les zones humides, c'est le cas particulier du peuplier. Il y a l'acceptation sociétale, et ça c'est essentiellement les coupes rases. Toutes les municipalités qui se sont amusées à implanter des peupliers dans des zones qui avaient fonction récréative ont eu des retours particulièrement virulents des citoyens de la municipalité lorsque la récolte de bois de peuplier a eu lieu, alors que c'était dans le cycle standard. Et comme c'est une plante qui a toujours été exploitée de manière extensive, il y a peu de traitements phytosanitaires disponibles pour la maîtriser. Alors il y a une autre plante qui est en cours, il y a deux autres plantes qui sont en cours d'implantation très forte. Donc il y a une première qu'on a vue tout à l'heure, c'est le miscanthus. Il y a le switchgrass. Donc là, ce sont des plantes dont le métabolisme intéressant, c'est que ce sont des plantes en C4. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ce sont des plantes qui sont en récolte annuelle. Forte teneur en lignocellulose. Bon, ça, c'est des éléments standards. Je pourrais juste insister sur ces deux éléments-là. Dans le cas du miscanthus, il y a une très faible teneur en cendres dans les bancs minéraux. On ne récupère pas les feuilles, on ne récupère que les tiges. Vu de loin, comme ça peut faire penser à de la canne à sucre. Et dans le cas du switchgrass, c'est une plante très particulière, donc qui se multiplie par rhizome. À la belle saison, les feuilles sont très riches en azote, c'est là que se passe la photosynthèse. Et à la mauvaise saison, c'est une plante qui est très intelligente. Les réserves protéiques, l'azote, redescend dans le rhizome, où il est stocké pendant l'hiver, et ensuite il remontera dans la partie aérienne au printemps. L'intérêt, c'est quand vous récoltez à la mauvaise saison, donc la partie aérienne, vous n'embarquez pas d'azote, qui est une fraction dont on sait en général pas nécessairement très bien faire. Alors, les faiblesses, c'est l'implantation, et le deuxième élément, c'est le jour où vous voulez enlever ces plantes-là, donc aussi bien le miscanthus que le switchgrass. Donc ça, c'est le panique érigé. Miscanthus, on dit toujours miscanthus. Switchgrass, en France, on l'appelle panique érigé. On ne dispose pas à l'heure actuelle d'un retour d'expérience suffisant sur ces deux plantes-là pour savoir comment une plante où on a implanté aussi bien du panique érigé que du miscanthus va pouvoir être remis en culture sur des plantes annuelles standards ou du peuplier simplement. Donc la gestion à long terme, elle n'est pas bien établie. L'opportunité, donc l'énergie, etc. Mais de la même manière que le peuplier, c'est toutes les zones écologiquement sensibles, les sols contaminés. Ce sont des plantes qui sont suffisamment rustiques pour pousser là-dessus. Mais bien entendu, les essais qui se font à l'heure actuelle, ils ne se font pas sur les zones écologiquement sensibles ou sur les sols contaminés, parce que c'est mettre beaucoup de paramètres contre pour faire une étude de performance. Donc, c'est fait sur des terres agricoles standards, donc il y a objectivement une concurrence avec des cultures alimentaires et d'autres filières de la biomasse. Et ensuite, la deuxième génération de biocarburants, on n'a pas à l'heure actuelle l'expérience dessus. Alors, c'est une limitation, ce n'est pas une menace. Voilà. Donc, voilà les différentes plantes. Je vous ai montré comment ces plantes, en fait,
devait toujours être conçu dans des systèmes agricoles, c'est-à-dire donc l'ensemble des procédés qui fassent que quand on fait du blé, du maïs, etc., on pense de temps en temps à faire passer une légumineuse qui a une fonction sur la stabilisation du sol. Tout ça, ça donne des questions que l'on va devoir traiter à plusieurs échelles d'espace. Donc la parcelle, le paysage, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le bassin de production, le transport de longue distance, etc. Et ensuite tous les événements temporels sur une année ou sur plusieurs années, en particulier succession de cultures. Et donc il y a régulièrement une question, une interrogation scientifiquement très intéressante sur les plantes en C3 et C4. Donc dans le schéma de photosynthèse que je vous ai montré à la leçon inaugurale, je vous ai montré le schéma standard donc des plantes en C3. Et à ce moment-là, le CO2 dans les plantes en C3, il est récupéré sur le ribulose 1,5-biphosphate. Il donne deux acides phosphoglycériques. C'est le cas de 98% des plantes. Et il faut 18 ATP pour produire un glucose. C'est le schéma standard. Et à côté de ça, donc alors, si c'est les plantes, 98, c'est les plantes cultivées. Si vous prenez les plantes, l'ensemble du domaine végétal, ça vous donne 95%. Dans la voie C4, il y a une fixation à ce moment-là du CO2 sur un diacide oxoaxélate par la PEP carboxylase. Donc ça donne une photosynthèse qui a lieu en deux sites différents au sein de la plante. C'est le cas en particulier du maïs, de la canne à sucre et du sorgho. Et souvent, il est dit que les plantes en C4 ont un meilleur rendement que les plantes en C3. C'est faux. Le rendement énergétique il est plus mauvais. Il vous faut 30 ATP pour produire un glucose. L'avantage, il est ailleurs. L'avantage, il est que la photosynthèse est parfaitement optimale avec la teneur en CO2 actuelle et serait même plus efficace si la teneur en CO2 était plus faible, ce qui était le cas d'une période glaciaire. Ça, c'est bon. La variation de CO2, même si on fait des efforts avec la consommation de carbone fossile, ce n'est pas un paramètre qu'on manipule facilement. Par contre, là où c'est très important, c'est la sensibilité à l'eau. Ce sont des plantes qui savent particulièrement bien gérer l'eau et qui ont une capacité de régulation des pertes d'eau par fermeture des stomates, donc qui sont capables de pousser dans des pays chauds. Elles savent bien économiser l'eau, elles poussent dans des pays chauds où l'eau est le facteur limitant, quelquefois, mais pas toujours, alors que les plantes en C3 qui sont énergétiquement plus efficaces, comme le blé, etc., elles ne disposent pas du même mécanisme de photosynthèse, du même mécanisme de régulation d'ouverture des stomates, et donc rencontrent à ce moment-là des difficultés d'implantation, tout simplement parce qu'elles ne résistent pas au stress hydrique. Donc là, il y a un malentendu qui est persistant en disant que les C4 sont plus efficaces énergétiquement. Non, elles sont moins efficaces. Par contre, elles gèrent mieux l'eau. C'est le cas du maïs, de la canne à sucre et du sorgho. Et donc, par exemple, le réchauffement climatique, il y a des essais d'implantation de sorgho dans le sud-ouest de la France à l'heure actuelle. Mais le sorgho, il ne vient pas parce que c'est une plante en C4 qui fait les 30 ETP pour un glucose. Non, c'est tout simplement la capacité du sorgho à faire des économies d'eau. Non pas au sens j'en consomme moins, mais au sens je l'utilise mieux. J'ai moins de pertes. Donc celle-là, on va la passer parce qu'on est un peu en retard. Voilà. Alors, exemple de système. On a l'habitude de décrire les exemples européens du type blé, maïs, betterave, légumineuses, etc. Mais il faut bien savoir que cet exemple-là, ces articulations de culture, donc de succession culturelle, on peut aussi les avoir dans des pays dits chauds, et par exemple des articulations canne à sucre, sorgho sucrier. Sorgho sucrier ne fait pas de réserve sous la forme d'amidon, il fait une réserve dans la tige sous forme de saccharose. Et donc, on a deux matières premières qui sont identiques. On récupère de la bagasse, donc de la lignocellulose, et un jus sucré. Et au niveau agricole, ce qui est important de voir à ce moment-là, c'est que quand vous mettez de la canne à sucre, au bout d'un certain temps, qui est une plante pérenne, au bout d'un certain temps, il y a des nématodes qui viennent s'implanter. Les lois de Darwin sont toujours les mêmes. Il y a toujours des gens qui viennent profiter des situations confortables. Et donc, pour interrompre le cycle du parasite, l'intérêt à ce moment-là, c'est d'utiliser du sorgho sucrier qui va venir s'intercaler dans la succession culturelle. Il a un cycle de végétation très court, 100 jours. Il entre dans la culture, donc ça permet de retourner la canne à sucre, d'implanter le sorgho sucrier, de repartir très rapidement
dans une phase d'exploitation de la canne à sucre. Et au niveau industriel, on utilise les mêmes outils. Donc voilà comment on peut prendre deux espèces complètement différentes, mais qui ont en fait une synergie au niveau de la protection et de la lutte contre les bioagresseurs. Il n'y a pas d'intérêt par l'azote comme on peut l'avoir avec les légumineuses. Alors, je vais passer ça, parce que le deuxième élément, donc, c'était la partie zone marine. Donc, l'engouement à l'heure actuelle, il a lieu sur les macroalgues, dont on va parler, et les microalgues dont on parle, c'est des microalgues que l'on ferait pousser sur des terres émergées, et en aucun cas, bien entendu, dans les zones marines, parce qu'on ne saurait pas les récupérer. Alors, le passage Mac-PC a permis de faire bouger les titres, etc. Ça, c'est la filiation, la phylogénie. C'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'il y a, dans ce tableau un peu compliqué, il y a en gros 100 000 espèces de microalgues qui sont simplement en cours d'exploration à l'heure actuelle. On en connaît bien entre 5 et 10. Premier élément. Ensuite, dans ces microalgues, elles sont toutes là, ce sont des organismes, des eucaryotes, donc un noyau avec une membrane nucléaire, à côté des bactéries et des archées. Elles se sont séparées du reste du monde avec les plantes qui sont là, qui sont qu'une... il y a en gros 950 à 1250 millions d'années. C'est comme ça qu'elles se sont séparées. Ça, c'est la phylogénie. Alors, quand on voit ces éléments-là de phylogénie, c'est intéressant, mais ça ne donne pas nécessairement la compréhension du lien qu'il peut y avoir entre tous ces éléments-là. Donc, mon scan, il n'est pas bon, là. Mais dans les éléments ancestraux eucaryotes, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la partie cyanobactérie, qui est ici cette branche rouge que vous voyez apparaître là, parce que ce sont les cyanobactéries qui ont été les premières qui ont su se doter de mécanismes photosynthétiques. C'est elles qui sont responsables du passage CO2-oxygène qui a permis ensuite au reste de la vie animale de s'implanter sur Terre. C'est elles qui ont trouvé la solution technologique, pour parler en homme moderne. Donc elles ont trouvé la solution technologique, et cette solution technologique, ensuite, par endocytobiose, elle a été transférée dans les autres branches d'eucaryotes. Et donc, on sait dater parfaitement ces passages-là. Donc, il y en a une primaire qui a été là, qu'on retrouve ensuite chez les rhodophycées qui existent toujours. Et ensuite, toutes les étoiles, ce sont des endocytoses qui ont eu lieu et qui ont permis à ces organismes-là, à ces branches-là, d'acquérir la capacité photosynthétique et donc d'exister comme organismes photosynthétiques. Donc, ça vous explique pourquoi le mécanisme de photosynthèse, il est aussi stable dans la nature, tout simplement parce qu'il y a eu un endroit où on a trouvé la solution technologique et tout le monde est venu le kidnapper. Donc la feuille artificielle que je vous ai présentée au début, vous voyez, elle peut avoir un succès féroce, mais la seule solution qu'on a trouvée et qui marche, elle a été adoptée par tout le monde. Donc il ne doit pas y en avoir tant que ça. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer de manière illustrée comment ça s'est passé. Au départ, donc, il y avait des protistes hétérotrophes. Ils ont absorbé une cyanobactérie. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont pris, ça c'est devenu un chloroplaste. Donc le matériel nucléaire qui était là-dedans, il y a la plus grande partie des gènes qui ont été perdus, et le reste a été intégré dans le noyau de l'organisme hétérotrophe, qui du coup est devenu autotrophe et savait utiliser l'énergie lumineuse pour passer en fonctionnement autotrophe. Et à partir de ça, vous avez la création de toutes les plantes, et toutes les plantes découlent de ce mécanisme-là. Donc quand vous travaillez sur cette partie microalgue, il faut bien considérer au départ les cyanobactéries parce que c'est l'élément déclencheur. Et ensuite, vous avez eu plusieurs phénomènes d'endosymbiose qui ont permis d'enrichir le jeu. Mais c'est toujours la même plaisanterie. Il y a un organisme qui trouve une solution et les autres, ce n'est pas simplement prendre un gène, ils prennent l'usine cellulaire, enfin l'usine subcellulaire qui existait, en l'occurrence les chloroplastes, se sont appropriés. Ça vous explique pourquoi il y a une conservation aussi belle du chloroplaste, même s'il y a des C3, des C4, etc., mais ces détails sont des éléments d'ordre 2, comparativement à ce que l'on sait faire dans d'autres éléments. Donc, le premier élément à prendre dans la tête, dans la liste, ce sont les cyanobactéries, qui sont les algues bleues, sont des organismes unicellulaires, qui sont des prokaryotes.
Leur intérêt, c'est la même chose que ceux qu'on va trouver sur les microalgues. C'est l'organisme primaire, donc bien entendu, on pense qu'ils sont beaucoup plus faciles à manipuler. Ils sont intéressants essentiellement pour la production métabolite et ils sont intéressants pour la production d'hydrogène et leur capacité de fixation d'azote. Ce sont les premiers organismes réellement autotrophes qui sont apparus. Et ça explique leur succès dans tous les éléments. Alors, les défauts, c'est les mêmes que pour les microalgues. En système ouvert, ils fonctionnent avec des densités très faibles. Et dès qu'on passe en système intensif, je vous montrerai ça avec des microalgues, les coûts d'investissement sont énormes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce sont des organismes qui sont relativement simples, donc ils ont une très grande sensibilité aux pathogènes. Ils ne disposent pas de tous les systèmes de protection que les plantes supérieures ont su mettre en place, alors depuis la cutine jusqu'à d'autres éléments. Donc il y a un engouement très fort sur les cyanobactéries, donc vous verrez un exposé la semaine prochaine là-dessus. C'est un des principaux organismes sur lesquels on envisage de faire de la biologie de synthèse ou de synthétique, tout simplement parce qu'il est simple et donc on peut jouer facilement avec. Ce n'est pas une limitation, on pourrait le mettre de l'autre côté. Il est tellement simple, tellement facile à manipuler qu'il y a énormément de dépôts de brevets sur l'ensemble des cyanobactéries parce qu'on comprend tout de suite ce que l'on peut en faire. En France, la filière est scientifique et non organisée et c'est un domaine hautement spéculatif. Alors, ça, c'est les plus petits. Ensuite, si on va chercher et se frotter au contact des plantes terrestres, les plantes marines, je ne parlerai pas, si on va chercher sur les plantes terrestres, il y a les macroalgues. Donc les macroalgues, elles ont trois intérêts. Des polysaccharides, et en fait, surtout, ce qui est intéressant dans ces polysaccharides, c'est qu'on va trouver énormément de polysaccharides sulfatés. Et ça, ce sont des fonctions anioniques qu'on ne trouve pas dans les polysaccharides d'origine terrestre. Donc, on les connaît très bien par la production d'alginate, d'agar, de carragénane, etc., qui ont des fonctions essentiellement, on va dire, dans la partie agroalimentaire. Donc, une source de polysaccharides originale. Deuxièmement, vivant dans le milieu marin, elles ont acquis une capacité à utiliser les halogénures. Je vous rappelle tout simplement qu'elles ont cette capacité de fixer l'iode présent dans le milieu marin, et donc elles l'accumulent alors qu'elles pourraient le laisser à l'extérieur, environ 30 000 fois par rapport à la concentration dans le milieu marin. Et en Bretagne, auparavant, on récupérait l'iode par ce moyen-là. On prenait des algues et par décomposition de l'algue, on récupérait les halogénures, donc l'iode présent à l'intérieur. Et il y a un tout petit peu de présence de lignine dans ces algues, mais elles sont relativement mineures. Alors, les macroalgues, elles ont un intérêt en matière sèche, c'est simple, par hectare et par an, c'est 50 à 70 tonnes de matière sèche. Alors, j'ai laissé les publications les plus sérieuses là, c'est 2006-2003, depuis il n'est pas sorti grand-chose de plus, quoi. Ou alors c'est des champs expérimentaux. En conditions d'aquaculture intensive, on peut monter à 150 tonnes par hectare et par an. Aquaculture extensive, c'est un peu comme la conchiculture. Je veux dire, on met des grands fils, les algues s'accrochent dessus. On peut faire des algues au bouchon, si vous voulez, de la même manière. Et donc, on récupérerait donc, dans des champs d'algues la même chose. Il est hors de question de récupérer des algues le long du rivage, en particulier les algues vertes bretonnes. Ce n'est pas la décomposition en SO2 qui pose problème. Enfin, ça, on saurait le régler. C'est tout simplement le coût de ramassage dans ces cas-là est infiniment trop élevé. Donc, de toute façon, si les macroalgues se développent, elles ne pourront se développer que par une récolte qui sera mécanisable et facilement mécanisable. Ça existe en gros dans 35 pays au monde. Ceux qui le font le plus sont ceux qui l'ont développé à des finalités alimentaires. Donc c'est toute l'Asie, c'est la Chine, les Philippines, la Corée, le Japon. Le Chili, pour lui, c'est une production d'exportation. À l'heure actuelle, la matière sèche, c'est 150 € de la tonne. Le seuil de rentabilité est à 50-60. Donc là, ce n'est pas l'identification de l'espèce qui pose problème, c'est le développement d'un système de culture et en particulier de récolte de séchage qui donnera la solution. Alors, il y a une solution toute simple, c'est les fermes éoliennes. Au lieu d'implanter les éoliennes sur le sol, en zone terrestre, les mettre dans les zones marines. Donc, forcément, il y a réduction de la circulation des navires dans ces zones-là. Et en réduction de la circulation des navires, c'est facile d'implanter à ce moment-là des cultures ou des plantations de macroalgues qui ne vont pas perturber la diffusion, le passage des bateaux, parce que de toute façon, la circulation sera restreinte dans ces zones-là. Alors, c'est bien sur le papier,
dans 5-10 ans, si cela se met en place, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir des protecteurs dans l'environnement qui vont dire mais attention, vous avez mis des éoliennes, maintenant il y a des algues, donc il y a un enrichissement de la biodiversité, il ne faut pas porter atteinte à ces zones de biodiversité, à ces îlots de biodiversité. Donc vous voyez comment, en croyant utiliser des espaces vierges où rien ne se passe, on peut créer des zones intéressantes au plan environnemental sur lesquelles il faudra se poser la question de leur gestion, quoi. Et ne pas considérer qu'on peut tout simplement tout bazarder. Alors là, j'utilise toujours la présentation de Jean-Paul Cadoré à l'IFREMER. Ça, c'est les microalgues. Donc les microalgues, pour ceux qui aiment les mêmes photos, c'est un monde merveilleux. Vous avez, en termes de microalgues, tout un tas de formes bizarres, etc. Ben, vous avez 100 000 espèces, donc vous avez de quoi vous amuser. Ça, c'est ce qu'on récupère au plan microscopique. Alors, j'apprends toutes les fois les noms des microalgues qui sont présentés là, mais là, je suis sûr à peu près de me tromper. Donc, je retrouve l'animation. Donc, ça, c'est les microalgues regardées au microscope. Maintenant, vous avez les zones où vous cherchez les microalgues. Eh bien, vous les retrouvez toujours le long des rivières. Ça, c'est l'autre intérêt, c'est qu'elles sont même capables de pousser dans des zones froides. Donc, vous voyez, sur des morceaux de banquise qui sont rompus, vous avez eu des développements en surface des microalgues et donc le développement de ces strates qu'on peut trouver, qui a été observé sur cet iceberg. Donc, ce n'est absolument pas de la pollution, hein. C'est un développement de microalgues en surface. Donc, après, vous en trouvez bien entendu à Yellowstone, ce qui est la photo standard, et vous la trouvez tout un tas autour d'implantations de zones humides. L'élément commun, il est simple, il faut qu'il y ait de l'eau. Ce sont des organismes unicellulaires, donc il faut qu'il y ait un excès d'eau pour qu'ils puissent diffuser dans le milieu et occuper l'espace. Donc c'est quand même leur limitation. Et le dernier point, donc c'est le même que là, c'est le même que celui-là, mais là c'est une microalgue qui s'est développée et qui donne une coloration rouge à la boule de neige. Alors ça, c'est la version sympathique qu'on peut trouver dans la nature. En fait, les cultures qui sont faites à l'heure actuelle, elles sont faites soit dans ce qu'on appelle des open ponds, donc des couloirs à circuler, des fermes avec des circulations comme ça. Donc là, vous avez une veine liquide qui est brassée en permanence, qui remet en suspension les particules et qui permet, donc les microalgues, et qui permet à chacune des microalgues d'être proche de la surface, etc. Et ensuite, vous avez la version européenne du même schéma qui se passe en photobioréacteur. Donc vous avez des lampes qui doivent être cachées là. Ils sont là, voilà. Là, ce sont des lampes. Non, ça, c'est des tubes. Je ne sais pas où elles sont, les lampes, là. Je ne les vois pas. Et là, vous avez donc des tubes dans lesquels circulent les microalgues. Mais tout ça, c'est éclairé comme dans une serre absolument standard. Donc là, on est en conversion d'énergie électrique en biomasse. Donc vous vous doutez que le bilan énergétique de cet ensemble-là, il n'est quand même pas très satisfaisant, sachant que pour avoir l'électricité, avant, il a fallu avoir du charbon, du fioul, de l'uranium ou autre chose. Par contre, si vous voulez faire des productions de lipides très particulières, très ciblées, c'est un végétal parfait. Donc ça, c'est la même chose en laboratoire. Donc quand vous visitez un laboratoire, l'IFREMER en particulier, vous avez des tubes comme ça dans lesquels vous avez l'impression qu'il y a une suspension aqueuse, un peu hideuse, qui est mise en suspension. En fait, c'est simplement une suspension de microalgues qui est mise comme ça. Alors, on va finir par un SWOT, bien entendu. Qu'est-ce qu'on aime bien dans les microalgues ? Elles font des oligosaccharides actifs. Elles font des métabolites secondaires, des pigments, etc. Ça vous explique pourquoi vous pouvez trouver tout un tas de préparations médicinales, alimentaires, etc., vantant les mérites des microalgues. Donc, un marché, on va dire, à très haute valeur ajoutée. Elles ont toujours leur capacité de production d'hydrogène, elles ont une forte teneur en lipides polyinsaturés et en particulier en oméga 3. Or, ces oméga 3, ils viennent compléter les oméga 6 qui sont présents dans l'alimentation standard. Je vous rappelle, quand on parle d'acides polyinsaturés, ce n'est pas la présence des acides qui est importante, c'est le rapport oméga 3, oméga 6. Notre alimentation lipidique nous donne beaucoup d'oméga 6 et il faut jouer sur le ratio et pas faire autre chose en ramenant des oméga 3. Et donc ça, c'est une excellente source d'oméga 3. Enfin, je peux vous dire que si vous consommez une boîte de sardines à l'huile par mois, vous avez votre ratio suffisant. Donc vous trouvez des terpénoïdes, vous trouvez des enzymes, une très forte productivité, hein, c'est la slide que je vous ai montrée la dernière fois, vous avez, dans des systèmes qui sont de technologies différentes, de tailles différentes, vous avez facilement des rendements qui sont entre 3 à 10 fois supérieurs. On fera une récapitulation une autre fois, dans un autre cours. En biomasse,
très grande homogénéité, parce que vous mettez une espèce et vous la faites pousser, donc c'est pratiquement de la culture microbiologique. Ce sont des tout petits organismes en termes de génome, donc les génomes sont disponibles. Très grande facilité pour faire d'usines cellulaires, donc on retrouve bien entendu l'argument biologie synthétique. Les limites. Alors, il y a certains individus naïfs qui s'imaginent que les microalgues poussent comme ça, simplement avec de l'eau et du soleil. Mais non, elles sont comme tous les organismes vivants. Quand elles se multiplient, elles ont besoin d'azote. Et c'est le moyen, justement, pour créer l'accumulation de lipides, c'est les mettre en stress azoté, c'est-à-dire qu'on fait pousser, on donne de l'azote de manière à ce que les microalgues se multiplient, et une fois qu'on a tous les organismes présents dans le milieu, on fait un stress azoté, et à ce moment-là, les microalgues, qui réfléchissent peut-être plus qu'on ne le pense, se mettent en fonction d'accumulation de lipides, en disant il y aura bien un moment où l'azote va revenir. Bon, ça c'est ma vision un peu finaliste, mais je ne pense pas qu'elles réfléchissent tant que ça. Enfin, toujours est-il que le métabolisme part en vrille à ce moment-là, elles accumulent des lipides, et c'est comme ça qu'elles montent jusqu'à 50-60% de lipides accumulés. Donc il y a une manipulation qui est faite, hein. Ce n'est pas comme les macroalgues que l'on récupère. Il y a un coût d'infrastructure, vous avez vu tout à l'heure les fermes, c'est quelque chose qui coûte cher comparé à un champ. Il y a une très forte teneur en eau, et ça c'est le deuxième défaut des microalgues, c'est qu'il faut enlever l'eau à un moment donné. La suspension est en gros à 1 pour 1000. Quand vous avez du lait, je vous rappelle que du lait, c'est quelque chose qui est à 1%, 5%, etc. Donc là, vous avez un décalage en facteur 10. Le lait, on accepte de manipuler l'eau parce que c'est un produit alimentaire, parce que les protéines sont excellentes, etc. Puis parce qu'on a trouvé une technologie toute simple qui s'appelle la fabrication du caillé. Donc à ce moment-là, on fait un gel et on bloque la matière solide à l'intérieur. Dans le cas des microalgues, on n'a toujours pas trouvé la solution. En plus, travailler sur des suspensions qui sont à 1 pour 1000, ça représente un réel challenge. Et donc cette partie de forte teneur en eau, vous la trouvez dans des publications, on vous parle à ce moment-là de dewatering pour enlever l'eau. Voilà. Et forcément, Darwin est toujours présent dans notre paysage. Et donc, quand on fait pousser des microalgues, eh bien, tous les pathogènes, tous les compétiteurs, tous les bioagresseurs, mais ils ne sont pas bioagresseurs, ils sont simplement opportunistes, vont venir se présenter pour consommer ces éléments-là. Donc les opportunités, c'est la bioremédiation, vous pouvez l'utiliser pour traiter des eaux qui ont été transformées, la biologie de synthèse. Il y a énormément d'espèces, mais elles sont tellement simples. Alors, il ne faudra pas le dire la semaine prochaine, hein, quand il y aura des spécialistes des microalgues. Mais en fait, les génomes sont relativement simples comparés à du blé et du maïs, qu'on peut facilement faire du transfert d'une espèce à l'autre. Les usages sont complémentaires entre alimentaire et non alimentaire. Ça permet de capturer du CO2, on reviendra là-dessus plus tard. Et comme elles poussent en milieu marin avec de l'eau de mer, elles évitent la pression sur la ressource en eau douce, et elles évitent la concurrence avec les usages du sol, avec la limite, bien entendu, que même si elles produisent 10 fois plus à l'hectare, il leur faut quand même produire quelque chose. Les limitations, c'est comme les cyanobactéries, nombreux brevets, filière strictement non organisée en France, et c'est un domaine très spéculatif, il faut retrouver les mêmes éléments. Donc voilà, donc on a un panorama très large des espèces végétales, terrestres, marines, puis après on veut les implanter à la surface du globe. En disant on va maximiser la production de biomasse en respectant les paysages qui plaisent aux urbains, on va respecter les zones environnementales parce qu'on a besoin de biodiversité, de capter le carbone dans des puits de carbone, etc. Et donc ensuite vous pouvez regarder l'ensoleillement à la surface du globe. Ça c'est la carte de la NASA standard, hein, je veux dire, elle a été publiée en 2006, mais elle est actualisée régulièrement. Ça vous donne l'ensoleillement depuis l'équateur, donc c'est à 350 watts par mètre carré, jusqu'aux zones polaires où forcément on arrive à zéro quand on arrive dans ces zones-là, puisque là, les rayons du soleil, pendant une grande partie de l'année, ne touchent pas le sol. Et donc les plantes que vous allez vouloir, enfin les végétaux, pas les plantes, les végétaux que vous allez vouloir utiliser, il faut qu'ils prennent en compte le fait que cette disponibilité de lumière n'est pas homogène à la surface du globe. Donc les espèces sont adaptées à des écosystèmes liés à l'eau, mais liés aussi à la présence de chaleur. Donc là, je vous ai donné simplement l'éclairage moyen. Donc vous avez, ça c'est le pôle, c'est ça. Oui, c'est ça, le 90, donc c'est le pôle.
Et ensuite, vous avez les deux latitudes, 60 et 30, et là, l'équateur. Alors, vous voyez tout de suite les avantages agronomiques apparaître. Le Brésil, dont on parle toujours comme une puissance agricole, montante, etc., quand on vous parle de la Malaisie, de ces pays-là, etc., ben, tout simplement, ils sont dans les zones où vous avez un éclairage maximal. Donc, sous réserve d'avoir de l'eau, ben, forcément, vous avez les watts qui arrivent. Quand vous arrivez à Alger, vous êtes déjà à 36 de latitude, Paris est à 48, et Aberdeen, qui est quand même, avec tout le respect que j'ai pour les Écossais, c'est quand même nettement plus au nord. Vous voyez quand même que la zone où on reçoit du soleil est nettement plus réduite, donc il y a un effet, un ressource d'énergie, et un deuxième effet induit, qui est la température du milieu. Donc ça, c'est simplement le globe terrestre, vous le prenez comme ça, et ça vous donne les possibilités. Et ça vous explique pourquoi tout simplement le Brésil est, de par sa position à la surface du globe, une terre idéale pour faire pousser des végétaux terrestres. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez pleurer évidemment sur le sort de la France, qui est dans une zone, on va dire, intermédiaire, un peu trop proche d'Aberdeen et peut-être un peu trop éloignée d'Alger. Après, vous avez le deuxième élément qui consiste à faire une cartographie complète des capacités agronomiques. Et donc ça a été fait aux États-Unis. C'est tout simplement le switchgrass, la capacité du switchgrass à pousser sur le sol américain. Il n'y a pas de choix d'aménagement du territoire qui est fait là. C'est simplement, on prend la surface du territoire américain, on connaît l'ensoleillement, on connaît l'hygrométrie, on connaît la nature des sols, donc on agrège plus de paramètres. Ça a été fait sur 39 sites, donc ensuite l'interpolation entre les implantations est un peu compliquée, mais vous avez 1200 observations sur 39 sites. Sur les terres hautes, donc en fait les collines, vous avez, donc c'est toute la partie qui est en bleu là, toute cette zone-là, qui est en dessous de la Corn Belt, en gros. Vous avez une productivité moyenne de 9,7 tonnes de matière sèche par hectare et par an, avec un écart type qui est quand même considérable, il est à 4,7. Et dans les terres basses, donc c'est les fonds de vallée, etc., sur le switchgrass, donc le panique érigé, vous avez 13,9 meilleur, mais toujours une variabilité très importante, puisque l'écart type, c'est la moitié de la valeur moyenne par hectare de matière sèche et par an. Donc les États-Unis ont réalisé cette partie cartographie complète sur l'ensemble des plantes, et ils publient tous les 4-5 ans un rapport merveilleux qui s'appelle Billion Ton Biomass, le nom doit être comme ça. Vous le trouvez sur le site du DOE, où toutes les plantes sont explorées avec leur capacité de production agronomique. Il n'y a pas de choix d'aménagement du territoire, mais on vous dit qu'est-ce qui peut pousser à tel endroit et combien ça donnera. Si vous faites, la même chose existe pour la partie microalgues. Donc là, on ne regarde pas ce qui se passe sur les côtes. On suppose qu'il y a importation d'eau de mer à l'intérieur pour faire des open ponds. Une fois que la culture de microalgues a eu lieu, l'eau est rejetée, parce que je vous rappelle qu'en open ponds, il y a forcément une évaporation. Donc il y a accroissement de la salinité, et une fois que vous avez fait tourner un jeu de microalgues avec de l'eau, forcément l'eau doit être rejetée. Donc ça limite l'implantation. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait en Italie, à Florence, par Tredici, à l'université de Florence, et qui vous donne la variation de productivité en tonnes, donc de matière sèche, bien entendu, par hectare et par an. Alors c'est bien, parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui travaille dans les microalgues en hectares et par an. Et ça vous montre cette productivité. Alors ce qui est étonnant, déjà, il faut le voir, vous voyez que la variation, elle varie l'amplitude, c'est de 80 à 240. Là, en gros, on est dans la partie sud de la Libye et sud de l'Égypte. C'est la zone maximale pour faire cette production-là. Après, vous retrouvez d'autres zones qui se prêtent au jeu. Ce qui est étonnant, c'est que la variation, elle est de 240 à 80. Même quand vous passez dans les zones polaires, après, c'est solidifié, donc il y a la banquise, donc il n'y aura pas d'action. Mais même dans ces zones-là, vous avez quand même une production de microalgues qui est non négligeable. Et ça, c'est en accord avec l'iceberg que je vous ai montré tout à l'heure, où il y avait ces couches horizontales successives de développement de microalgues. Alors, c'est bien de regarder le monde entier. De temps en temps, il faut regarder ce qui se passe en France, quand même. Le deuxième événement, c'est que le climat est en train de riper progressivement en raison d'un effet anthropique d'émissions de CO2. Donc, les valeurs moyennes en France, donc ça c'est un travail qui a été fait par des forestiers, depuis un siècle,
les températures ont augmenté en moyenne de 0,7 à 1 degré Celsius. Et donc, sur cette carte-là, vous avez le zonage en France de variation des températures. Alors, les malheureux qui sont dans les Vosges, ici, n'ont pas eu le gain climatique qu'ils pouvaient espérer, parce que c'est quand même des zones froides, il n'y a que 0,7. Mais si vous êtes dans le bassin aquitain, ici par exemple, ou dans la plaine de Limagne, vous avez un accroissement qui s'est passé de 1 degré depuis 100 ans. La pluviométrie a augmenté, donc tout ça, c'est des facteurs favorables pour nous. Donc le climat, globalement, hein, en un siècle, il a basculé de 180 km vers le nord. Alors quand vous travaillez avec des plantes annuelles, ce n'est pas un problème. Prenez la même variété, vous pouvez l'implanter un peu plus loin, le sol n'est pas le même, le biotope n'est pas le même, donc il y a une adaptation qu'il est possible de faire. Par contre, il y a un ennui majeur, c'est sur la partie forêt, puisque les chênes ne peuvent pas être déplacés aussi rapidement que les autres. Et donc il faut réimplanter les massifs forestiers que l'on veut conserver, ceux qui sont dans les zones naturelles. Les États-Unis ont compris ça depuis longtemps et sont en train de faire des transferts de population. Il y a quand même un avantage dans cette partie-là, c'est que la productivité de la forêt, en gros, a augmenté. La forêt française, sa productivité, c'est 40 millions de mètres cubes en plus. L'inconvénient, c'est que la productivité a augmenté, même s'il pleut un peu plus, en gros 1% par décennie. On a des peuplements qui sont plus denses, donc ils sont plus exigeants en eau, plus fragiles au vent, c'est indépendamment des phénomènes de tempête, des sécheresses en terre extrêmes, et vous avez une remontée des parasites vers le nord. Donc vous avez un certain nombre de travaux qui vous ont montré comment la processionnaire du pin, par exemple, migre en même temps que le reste de son habitat, bien entendu. C'est plus facile peut-être pour un insecte que pour un arbre. Et donc ça, c'est des éléments qui sont à l'heure actuelle parfaitement cartographiés, connus, avec des mesures qui sont prises en compte. Alors maintenant, si on rebascule au niveau du monde, en se plaçant au niveau mondial, donc en 2050, vous pouvez faire exactement le même travail en disant que vous avez une augmentation de température, mais simultanément, comme on continue à utiliser du gaz, du pétrole, du charbon, etc., il y a une augmentation de la teneur en CO2. Et sur les plantes en C3, justement, celles qui absorbent mieux le CO2, donc ce n'est pas sur le rendement énergétique, ce n'est pas sur l'eau, c'est simplement que les C3 fonctionnent mieux en teneur en carbone, en CO2 plus élevé. Mais ce sont quelques pourcents, c'est tout. Il y a des simulations qui ont été faites donc par l'Institut de Potsdam en Allemagne, modélisation complète à partir de schémas de développement de la biomasse. Donc c'est en 2050. Ça, c'est en considérant que la teneur en CO2 n'affecte pas les productions de biomasse. Et donc vous voyez que dans tous les cas, l'augmentation de température a un effet négatif, alors, sauf l'Asie centrale et la Fédération de Russie, sur la production de biomasse ramenée en rendement, là. Si maintenant vous considérez que le CO2, l'augmentation de teneur en CO2, va induire une augmentation du fonctionnement des plantes en C3, donc une production plus élevée de biomasse, vous avez à ce moment-là une augmentation des rendements qui est observée dans un certain nombre de pays, à l'exception de l'Australie, qui est la perdante dans cette opération-là. Je vous rappelle que simplement l'Australie est une puissance agricole très importante au niveau mondial, mais dans tous les autres cas, sans rien faire, on va dire, vous pouvez monter jusqu'à 25% ici d'augmentation de rendement, tout simplement parce que le mécanisme de photosynthèse va être plus efficace à ressources en eau identiques parce qu'il y a plus de CO2 disponible et parce que la plante est portée à une température plus élevée. Alors, je crois que je suis en retard comme d'habitude, c'est ça. Donc, celle-là, je vais la passer. Les sources principales, parce que chaque fois, je m'efforce de vous les donner. Donc là, l'INRA a toute sa légitimité. Je cite l'IFREMER pour tout ce qui concerne les microalgues et les macroalgues. Et ensuite, si vous avez deux sites qu'il faut aller visiter, il y a celui du département de l'énergie aux États-Unis, qui est particulièrement riche, mais qui a comme inconvénient qu'on peut y passer une après-midi entière et se perdre. Donc je vous donne les sous-sites, vous trouvez des informations intéressantes. Et ensuite, sur la modélisation globale, climat, production agricole, etc., il y a déjà, vous pouvez déjà regarder le site de Potsdam, qui est, s'appelle le PIC. Voilà. C'est la recherche sur l'impact du changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.